tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction avec une actualité dominée par une question: quelle Amérique après l'élection de Donald Trump? La question occupe tous les esprits au lendemain de la victoire fracassante du républicain. Not my president ont scandé hier à New York des milliers de manifestants. Un jour après cette victoire, quelles conséquences sur la politique américaine dans la région? Pascal Boniface, directeur de l'ERIS à Paris, est l'invité de ce journal. En Syrie, plus de 5000 personnes ont fui Raqqa depuis le début de l'offensive des forces arabo-kurdes contre le fief de l'EI. Au lendemain du séisme, de la victoire inattendue du milliardaire à la course à la présidentielle américaine, une question est dans tous les esprits: à quoi ressemblera l'Amérique de Donald Trump? À New York, Chicago et dans plusieurs villes américaines, la suite ne présage rien de bon. En proie à la colère et à l'inquiétude, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour protester contre cette victoire surprise du républicain. Immédiatement après l'élection, je me suis senti invisible. Je ne me sens pas en sécurité. Je suis dévasté et je suis terrifié pour le futur du pays et sur les conséquences que ça peut avoir pour les gens de couleur, les femmes, les immigrés. Il ne mérite pas d'être président. C'est un raciste, un sexiste, un misogyne. Et il ne représente pas ce que doit être un commandant en chef. De qui Donald Trump va-t-il s'entourer pour gouverner? Qui sont ses proches collaborateurs pressentis pour être nommés à des postes clés? Élément de réponse avec Antoine Mariotti. C'était l'un de ses premiers soutiens de poids. Il devrait désormais diriger l'équipe de transition chargée de préparer l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Chris Christie, gouverneur du New Jersey, est aujourd'hui promis un rôle de premier plan dans la future administration Trump. Bob Corker, grand Manitou des affaires étrangères au Sénat, fait partie des noms cités pour diriger la diplomatie américaine. Mais d'autres personnalités sont également sur les rangs. John Bolton, ancien ambassadeur de George W. Bush à l'ONU, mais surtout Newt Gingrich, l'ancien président de la Chambre des représentants, lorsque Bill Clinton était à la Maison-Blanche. Ses sorties lors de la primaire républicaine en 2011 sur les Palestiniens, qui seraient tous des terroristes et un peuple inventé, confirmeraient un changement radical de stratégie au Proche-Orient. Quelqu'un doit avoir le courage de dire la vérité. Ces gens sont des terroristes, ils enseignent le terrorisme dans leurs écoles. Ils ont des manuels scolaires qui disent: il y a 13 juifs, 9 sont morts, combien en reste-t-il? Et nous finançons ces manuels avec nos aides. L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, monté sur scène mardi soir aux côtés du président élu, pourrait également se voir confier de hautes responsabilités. Il est attendu à la justice. Mais le nouveau président entend aussi s'entourer de personnalités non politiques, des hommes d'affaires à son image. Le poste de secrétaire au Trésor avait été promis au financier octogénaire Carl Icahn, mais il pourrait finalement être confié à Steve Mnuchin, un ancien banquier de Goldman Sachs. Deux noms sont évoqués pour le poste stratégique de directeur de cabinet de la Maison-Blanche, l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée en France. Reince Priebus, qui dirige le parti républicain depuis près de 6 ans, et Corey Lewandowski, qui avait dirigé la première partie de la campagne de Donald Trump. Il y a 8 ans, Barack Obama devenait le premier président noir américain. Je vous propose un tour d'horizon des principales réactions de dirigeants africains au lendemain de l'élection de Donald Trump. Le premier président africain à avoir félicité Donald Trump a été le Burundais Pierre Nkurunziza. Son 3e mandat, entamé l'an dernier, avait été vivement critiqué par l'administration Obama. Elle avait aussi fustigé la décision de reporter à avril 2018 la présidentielle au Congo qui devait se tenir cette année. Les proches du président Joseph Kabila ne sont donc pas contrariés par la victoire de Trump. Nous n'avons pas pour tradition d'interférer dans les choix d'autres peuples. Nous souhaitons que les Américains qui ont pris la très mauvaise habitude sous l'administration de M. Obama d'interférer dans nos affaires puissent faire de même, parce que nous n'avons pas interféré pendant toute l'élection présidentielle américaine. Les présidents des deux grandes puissances économiques africaines, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Sud-Africain Jacob Zuma, ont aussi félicité le milliardaire américain. L'ancienne star de la télé-réalité n'a pas parlé de l'Afrique lors de sa campagne, mais certains pays africains comme le Burkina Faso se disent optimistes.
Il est entouré de beaucoup de gens. Forcément, il va y avoir des spécialistes de l'Afrique qui vont l'entourer. Il aura une équipe autour de lui. Et donc, nous ne sommes pas inquiétés. Entre le discours de campagne et la réalité du pouvoir, il y a forcément une différence. Et c'est ce que nous espérons. L'un des rares présidents africains à se dire inquiet aujourd'hui est une femme, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. Elle est à la tête d'un pays qui a des liens historiques avec Washington et de nombreux Libériens vivent aux États-Unis. Mercredi, Sirleaf a dit espérer que Trump ne renonce pas au programme mis en place en Afrique par les deux derniers présidents américains, George Bush et Barack Obama. Et en ce qui concerne les réactions dans le monde, eh bien hier c'est l'opposition syrienne qui a adressé une lettre à Donald Trump, lettre dans laquelle elle lui demande son soutien pour mettre fin, je cite, au bain de sang en Syrie. Elle est signée par le coordinateur du Haut Comité des négociations, Riyad Hijab. Nous souhaitons renforcer notre coordination avec vous, écrit l'opposant, notamment, poursuit-il, afin de trouver des solutions au terrorisme d'État pratiqué par le régime contre son peuple. Fin de citation. Et en Syrie, les forces kurdo-arabes soutenues par Washington poursuivent leur offensive en direction de Raqqa. Une tempête de sable freine en ce moment leur avancée. Les combattants n'ont aucune visibilité dans cette région désertique. Les combats sont actuellement concentrés sur le village d'Al-Isha, à 40 km au nord du fief du groupe État islamique, affirme la porte-parole des forces kurdo-arabes. Et puis, toujours selon la porte-parole de l'Alliance kurdo-arabe, plus de 5000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le début de l'offensive. Ces déplacés sont arrivés dans les régions libérées et sécurisées par les FDS. Les capacités d'accueil restent cependant limitées, d'autant que l'hiver approche. On se retrouve après une courte pause. Restez des nôtres. Tout de suite, l'invité du jour, il est à Beyrouth dans le cadre du Salon du livre francophone qui se termine dimanche et il signe sur ce salon 2 ouvrages. Pascal Boniface, l'invité de ce journal en français. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau du journal en français aujourd'hui. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris. Et vous êtes à Beyrouth, notamment pour signer 2 livres sur le salon du livre, sur des thèmes assez différents l'un de l'autre, en apparence du moins parce que dans chacun on retrouve finalement ce fil rouge de la politique, il me semble, qu'il s'agisse de géopolitique que vous publiez chez Erol. On va commencer par ce premier ouvrage où vous déconstruisez l'idée que les Jeux Olympiques seraient complètement apolitiques. Vous dites que c'est en réalité un des rendez-vous les plus stratégiques de la planète, c'est ça ? Oui, bien sûr, on l'a encore vu avec les Jeux de Rio, où il y a eu des enjeux géopolitiques, de compétition entre les nations, l'exclusion de l'équipe russe qui a beaucoup fait parler, la présence de tout le monde, on concentre tous les pays et chacun veut briller, chacun défile derrière un drapeau, on chante les hymnes nationaux et c'est une façon d'une compétition entre pays, mais de façon pacifique. Dès le départ, effectivement, il y avait des enjeux géopolitiques dans les Jeux Olympiques et Olympiade après Olympiade, j'essaie de décrire à chaque fois, dans chaque Olympiade, quelles ont été les luttes géopolitiques qui ont marqué les différentes Olympiades et toutes ont été marquées par cette rivalité. Le sport, c'est plus que du sport en fait. Vous auriez juste un petit exemple de rivalité géopolitique ayant marqué une compétition en particulier ? Par exemple, pendant la guerre froide, il y avait une compétition soviéto-américaine en termes de bases militaires, d'armes nucléaires, de nombre de chars, mais également en termes de nombre de médailles olympiques, puisque chacun voulait prouver la supériorité de son système politique par rapport à l'adversaire en disant qu'il avait raflé plus de médailles. Et donc cette compétition à l'échelle mondiale, très souvent militaire, qui débouchait souvent sur des conflits, se déroulait également sur les stades, dans les piscines et dans les dojos. Alors, le second livre que vous signez sur ce salon, il s'appelle Léo Ferré, toujours vivant, publié aux éditions La Découverte. Et il s'agit d'une biographie de l'auteur-compositeur français. Ce qui vous a vraisemblablement intéressé notamment, c'est le militantisme politique de cet artiste français majeur du XXe siècle.
Oui, pour moi, Léo Ferré est le plus grand poète francophone du XXe siècle. On fête cette année le centenaire de sa naissance. C'est un homme de paradoxe, puisqu'il était anarchiste, mais il est mort un 14 juillet et il est né à Monaco. Mais effectivement, sa vie est marquée à la fois par la poésie. Il a fait connaître, en mettant en musique, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, en les faisant découvrir à une vaste population qui, sans cela, ne l'aurait pas connu. Et puis aussi, c'est bien sûr la révolte incarnée, le slogan « Ni Dieu, ni maître », l'anarchie et la révolte permanente contre l'oppression et contre le pouvoir. Alors on va dériver un tout petit peu de votre actualité d'auteur pour évoquer l'actualité avec un grand A de cette semaine, ce qui est évidemment la victoire de Donald Trump à la présidence américaine. Une élection qui marque une rupture nette avec la politique menée par Barack Obama, au moins à l'intérieur du pays. Parce qu'en termes de politique étrangère, cette rupture est peut-être un peu moins évidente. Doit-on s'attendre à un changement de ligne en ce qui concerne la position américaine sur les grands dossiers de la région, à savoir les crises syriennes et irakiennes, le nucléaire et bien entendu le conflit israélo-palestinien? Non, sur le conflit israélo-palestinien, Barack Obama s'était opposé à Netanyahou tout en augmentant l'aide américaine à Israël. Hillary Clinton s'était déclarée très fortement favorable à Netanyahou et Netanyahou attendait avec impatience que Barack Obama s'en aille parce que Trump ou Hillary Clinton, les deux lui vont très bien. Et d'ailleurs, Trump vient d'annoncer que le premier chef d'État et de gouvernement étranger qu'il recevrait serait Benjamin Netanyahou. Ça veut tout dire. Donc on peut penser qu'il n'y aura pas de changement de position. Obama ne voulait pas s'engager sur la Syrie. Trump, qui veut se désengager du monde entier, ne changera pas cela. Ce qui risque peut-être de changer, c'est éventuellement la remise en cause sur le nucléaire iranien qu'il a annoncé, mais il n'est pas certain qu'il puisse parvenir à le faire. La plus grave menace, elle est sur l'accord sur le climat à Paris. Trump s'est prononcé contre et effectivement cet accord serait fragilisé si les États-Unis s'y attaquaient. Et le grand changement également est une sorte de revirement complet par rapport à la Russie qui était en très mauvaise relation entre Obama et Poutine. Hillary Clinton s'annonçait comme étant encore plus dur que Barack Obama par rapport à Poutine, alors que Donald Trump, lui, veut passer une alliance qui d'ailleurs très certainement donnera finalement main libre à Poutine pour le dossier syrien. Donc selon vous, l'accession de Donald Trump plutôt positive ou négative pour la région, pour le Proche-Orient, Moyen-Orient? Pour la région, elle est plutôt négative parce qu'il va accentuer les dérives de la politique américaine. Au global, il y aura peut-être moins d'aspects, ça ne sera pas la catastrophe internationale que l'on annonce, mais pour la région, il n'y a pas grand-chose de bon à attendre. Et puis, ces discours racistes vont bien sûr créer un problème, non seulement aux États-Unis, mais dans le reste du monde. Donc, il n'y a pas grand-chose de bon à s'attendre de l'élection de Donald Trump, mais on peut dire que dans cette élection, le choix était limité, puisque Hillary Clinton n'annonçait pas non plus une politique pacifique, rayonnante et multilatérale. Obama a déçu, mais on peut d'ores et déjà commencer à le regretter, parce que même ceux qui étaient déçus par Barack Obama vont regretter dès que Donald Trump va rentrer à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été l'invité de notre plateau. Et c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Quelle Amérique après l'élection de Donald Trump? La question occupe tous les esprits au lendemain de la victoire fracassante du républicain Not My President, ont scandé hier à New York des milliers de manifestants. Un jour après la victoire de Trump, quelles conséquences sur la politique américaine dans la région? Pascal Boniface, directeur de l'IRIS à Paris, était l'invité de ce journal. Et en Syrie, plus de 5000 personnes ont fui Raqqa depuis le début de l'offensive des forces arabo-kurdes contre le fief de l'EI. Merci de votre attention, excellente soirée et à demain.